Les humains explorent, étudient et débattent de la signification des rêves depuis l'aube de l'humanité. Que signifie-t-il? Y a-t-il des gens qui ne rêvent pas? Comment se produisent les rêves prémonitoires? Et personne ne sait vraiment pourquoi ni comment les rêves se produisent, ni quelle est leur importance. Mais que se passerait-il si vous étiez un détective enquêtant sur un meurtre et que quelqu'un venait vous parler d'un rêve dans lequel il semblait avoir vu exactement ce meurtre se dérouler? Sachant qu'en plus, le rêve s'est produit exactement au même moment que le meurtre? Et si cette personne semblait savoir des choses sur le meurtre qu'elle n'aurait pas pu savoir si elle n'avait pas été sur place? Karen est une jeune femme curieuse qui aime les nouvelles expériences de la vie. Après le lycée, elle s'inscrit à l'Aurora College et obtient un diplôme en biologie. Elle voulait devenir infirmière. Elle poursuit ses études au Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center et déménage à Oak Park, où elle s'installe dans un joli studio sur Austin Boulevard. Elle est très excitée à l'idée de vivre à Chicago, qui d'après elle est une ville pleine de nouvelles opportunités. À cette époque de sa vie, Karen est une initiée du temple du Kriya Yoga et les amis qu'elle se fait à Chicago sont majoritairement issus de ce cercle social. Parmi ses amis, on compte une femme nommée Hélène qu'elle a rencontrée lors du cours d'astrologie du temple. Hélène est une prêtresse dans la hiérarchie du temple qu'on appelle une swami. Elle est donc un membre de haut rang très actif. Et en tant que swami, elle a beaucoup d'influence sur Karen, persuadant sa nouvelle amie de s'engager elle-même sur la voie de la prêtrise. Pour ce faire, Karen investit de plus en plus d'argent dans le temple de l'organisation du Kriya Yoga. En fait, elle investit même ses prêts étudiants dans le temple et évidemment s'endette de plus en plus au passage. Mais c'est en cela qu'elle croit, c'est à cela qu'elle appartient. On peut dire sans se tromper que Karen est rapidement devenue une adepte fanatique du temple, y dépensant une grande partie de son argent et de son temps pour participer à des activités régulières, comme le yoga bien sûr, la méditation et l'hypnose de groupe. Ainsi, à l'été 1980, c'est au cours d'une de ces séances d'hypnose que Karen a une prémonition inquiétante. Elle prétend qu'elle en est venue à croire qu'un jour, peut-être un jour très prochain, elle connaîtrait une fin violente. Et alors qu'elle est encore sous l'effet de son sort hypnotique, elle découvre qu'elle a été assassinée dans une vie antérieure. D'après Karen, elle a vécu dans une vie antérieure comme religieuse en Allemagne, tout comme Hélène, la prêtresse. Selon le système de croyance du temple, ces deux femmes pensent qu'elles sont liées à travers plusieurs vies. Pour elles sont destinées à se revoir, car dans leur vie précédente, elles étaient toutes les deux religieuses ensemble. Karen a encore des amis en dehors du temple à ce moment-là de sa vie. Elle n'était pas totalement coupée du monde. Et l'un de ses amis les plus proches est un professeur d'université de Caroline du Nord, Jerry McDuffie. Toutes ses amies de Chicago appelaient Jerry son fiancé de l'extérieur de la ville. Et lorsqu'une fois il lui rend visite à Chicago, il assiste à quelques cours du temple avec elle, et Jerry en ressort perturbé et interloqué. Il essaye de parler à Karen et lui dit qu'il pense qu'elle devrait peut-être quitter le temple et les gens qui y sont associés. Mais Karen n'est pas du tout d'accord. Le temple est sa nouvelle famille. Jerry commence à s'inquiéter de certains changements qu'il observe chez son amie Karen. Ou peut-être pas tant de changements, mais surtout le fait que les qualités de la jeune femme deviennent désormais un handicap pour elle. Ce dont je parle ici, c'est de la naïveté de Karen, de sa volonté de faire confiance et de prendre les choses et les gens pour argent comptant. Donc Jerry, bien décidé à mettre les pieds dans le plat et à ouvrir les yeux de Karen, lui dit carrément « Eh, je pense qu'on te ment, je ne pense pas que tout cela soit vrai. » Mais Karen refuse d'y croire. Jerry trouve que l'attitude du temple envers le sexe et la consommation de drogue est trop libre et permissive. Il a l'impression que certains membres du temple sont louches et que Karen s'expose à des personnes potentiellement dangereuses. Et pas seulement au temple, mais aussi à l'extérieur. Il apprend qu'un jour, un inconnu a approché Karen dans la rue et lui a proposé de peindre son portrait. Elle a alors permis à l'inconnu d'entrer chez elle et s'est retrouvée seule avec lui dans son studio pour qu'il lui peigne son portrait. Karen est une jeune femme de 24 ans, sûre d'elle et têtue, comme beaucoup de jeunes adultes sans grande expérience de la vie, qui ne voient pas ou ne veulent pas accepter qu'ils peuvent être naïfs, imprudents ou inexpérimentés. Personne n'aime vraiment qu'on lui dise qu'il est naïf. Et quand Jerry lui a dit « Hé, je pense que tu es naïve », elle n'a pas du tout aimé. Et un fossé grandissant commence à se développer entre Karen et son vieil ami Jerry.
Donc, son seul ami qui ne faisait pas partie du temple, elle finit par se disputer avec lui à cause du temple. Et cela pousse finalement Karen encore plus loin dans l'emprise du temple. Pendant ce temps, un homme nommé Peter emménage dans le même immeuble que Karen, un étage au-dessus. Et au cours des premières semaines, les deux voisins sont devenus rapidement amis. Tôt dans la soirée du 2 octobre 1980, Karen frappe à la porte de Peter et lui demande s'il veut jouer aux cartes. Il l'invite à entrer et de 19h à 21h environ, Karen et Peter jouent aux cartes, suivis de plusieurs parties de Mastermind. Pendant le jeu, Peter mentionne qu'il a besoin de repasser des vêtements et Karen lui propose d'utiliser son fer à repasser. Après avoir fini de jouer, Karen et Peter descendent chez elle, elle lui prête le fer et il retourne dans son appartement pour faire son repassage. Environ 1 heure plus tard, Peter revient chez Karen pour lui rendre son fer et lorsque Karen ouvre la porte, elle a le combiné du téléphone sur son oreille et est en pleine conversation. Elle fait donc un geste de remerciement à Peter, puis referme la porte. Mais Peter a entendu un bout de la conversation où Karen a dit « N'appelle pas demain soir, je serai au temple ». Le lendemain, Karen va en cours de 8h30 à 16h30 et son professeur remarque qu'elle semblait bouleversée cet après-midi-là. Lorsqu'elle lui demande si quelque chose ne va pas, Karen lui répond que tout va bien. Après les cours, Karen est raccompagnée chez elle par un camarade de classe. Le soir, elle se rend à son cours habituel d'astrologie au temple. Mais Karen reste en classe plus tard que d'habitude ce soir-là. Vers 22h, la réceptionniste du temple propose à la jeune femme de la raccompagner jusqu'à sa voiture, qui était garée à 2 pâtés de maison de là. Karen accepte. Après tout, il fait noir dehors. Il est tard. Mais lorsque la réceptionniste lui demande d'attendre encore 15 à 20 minutes pour qu'elle puisse régler les derniers détails et fermer boutique, Karen commence à s'impatienter. Elle dit finalement que ce n'est pas grave, qu'elle allait marcher. Une demi-heure plus tard, Hélène, son amie prêtresse, appelle le téléphone fixe de l'appartement de Karen. Et la jeune femme entend son téléphone sonner depuis le hall d'entrée de l'immeuble, alors elle se précipite pour répondre. Et elle oublie complètement de fermer la porte d'entrée de l'immeuble comme il faut. Elle se rue à l'étage donc, et Karen décroche le téléphone juste à temps et discute avec Hélène pendant une vingtaine de minutes. Avant de se dire bonsoir, les deux amies prévoient de se retrouver le lendemain matin vers 11h pour aller ensemble au marché aux puces. Vers 1h du matin, le voisin de palier de Karen, Muhammad, entend ce qui ressemble à une dispute venant de l'appartement de Karen. Intrigué, il baisse le volume de sa télévision et se rapproche du mur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qu'il se dit, mais il entend 2 voix qui parlent fort, avec colère, et il y a des bruits de martèlement. Il se passe clairement quelque chose. Ces bruits persistent et deviennent de plus en plus forts, alors Muhammad sort de chez lui et se dirige vers l'appartement de Karen pour frapper à la porte. Le grabuge cesse d'un coup. Grand silence. Il attend 1 minute, comptant littéralement les secondes dans sa tête, et comme personne ne vient à la porte, il retourne dans son appartement et se remet à regarder la télévision. Il remarque cependant que dès qu'il a remonté le volume de sa télé, les voix fortes et les coups ont recommencé. Plutôt que de se disputer avec des gens déjà énervés, Muhammad part se coucher et s'endort rapidement. Il y a des gens qui arrivent vraiment à s'endormir facilement. Vous l'aurez deviné, le lendemain matin, Karen ne se présente pas au marché aux puces où Hélène l'attend. Comme Hélène n'a toujours pas de nouvelles de Karen 1 demi-heure après leur rendez-vous, elle s'énerve un peu et se dit que Karen aurait au moins pu la prévenir. Elle attend encore un moment, puis l'irritation d'Hélène se transforme en inquiétude. Elle commence à envisager la possibilité que Karen a eu un accident ou quelque chose comme ça. Hélène rentre chez elle et demande à son mari, Dominique, de se rendre chez Karen pendant qu'elle reste à la maison près du téléphone. Elle lui dit « Va voir comment elle va et moi, je reste ici au cas où elle appelle. » Un peu bizarre, non ? Hélène demande à Dominique de garder les yeux ouverts tout au long du trajet pour repérer la voiture de Karen sur la route au cas où elle serait en panne ou si elle a eu un accident. Mais quand Dominique aperçoit finalement la voiture de Karen, elle est dans l'allée de son immeuble, comme d'habitude. Dominique réussit à entrer dans le bâtiment, mais Karen ne lui répond pas. Il frappe alors à la porte du voisin de Karen, Muhammad, et lui raconte ce qui se passe, comment Karen a manqué ce rendez-vous avec sa femme et qu'ils sont inquiets. « Avez-vous vu quelque chose ?» lui demande-t-il. Et en effet, Muhammad a bien vu quelque chose.
Il raconte à Dominique les étranges événements de la nuit précédente. Et puis Peter, le nouveau voisin de Karen, vous vous souvenez, celui du dessus, descend et s'approche des deux hommes et en entendant parler de la situation, Peter s'inquiète également pour Karen. Il y a une fenêtre au-dessus de la porte d'entrée de Karen, mais elle est assez haute. Personne n'a accès à une échelle à ce moment-là, mais Dominique a une idée. Il propose que Peter monte sur les épaules de Muhammad pour jeter un œil dans l'appartement. Alors Muhammad, qui est plus robuste que Peter, s'agenouille et le deuxième homme grimpe sur ses épaules. « Tout ce que je vois, dit-il, c'est que les brûleurs à gaz de la cuisinière sont allumés. » Dominique appelle sa femme pour tout lui raconter. Tout le monde est d'accord qu'il est probablement temps d'appeler la police. L'officier Kenneth Wise du service d'incendie d'Oak Park est le premier à être envoyé à l'appartement de Karen, et incapable d'accéder à l'appartement sans forcer, il utilise l'échelle et brise l'une des fenêtres donnant sur l'appartement de la jeune femme. À peine entré, l'agent Wise ne fait que quelques pas dans le salon quand tout à coup, les craintes de tout le monde s'avèrent réelles. Allongé face contre terre sur le tapis, dans une mare de son propre sang, il tombe sur le corps meurtri de Karen Ann Phillips. Elle ne porte rien d'autre que sa chemise de nuit qui a été soulevée sur le haut de son corps et d'après ce qu'ils peuvent voir, Karen, 24 ans, a été battue à mort. Très curieusement, les deux mains de Karen sont configurées de manière identique, avec le bout de son pouce et de son index pressés ensemble pour former un cercle, puis les 3 autres doigts légèrement tendus. C'est bizarre. Dans la religion du Kriya Yoga, c'est un signe qui signifie l'acceptation pacifique de la mort. Est-ce que ça veut dire que Karen savait qu'elle allait mourir et qu'elle a posé ses mains comme ça exprès? Ou est-ce que c'était une mise en scène? La police pense qu'elle l'a fait toute seule. En observant le reste du studio, les enquêteurs remarquent que la platine vinyle de Karen tourne toujours avec un disque de prière sur le plateau et qu'un téléviseur et une lampe sont tombés au sol, preuve qu'une bagarre a eu lieu avant que l'agresseur ne la maîtrise. Quand la porte de l'appartement fut ouverte, Dominique a regardé à l'intérieur et l'a immédiatement regretté. Il est tombé au sol, horrifié. Karen est emmenée à l'hôpital où elle est officiellement déclarée morte avant d'être transférée à la morgue pour examen. La police commence par ratisser le quartier, demandant à tous les habitants de les contacter s'ils se souvenaient d'avoir vu quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, une équipe de techniciens fouille l'appartement à la recherche d'indices. Ils trouvent sur une lampe une substance brun rougeâtre, séchée, ressemblant à du sang. À l'extérieur du bâtiment, dans des buissons, on retrouve un démonte-pneus avec du sang séché et des cheveux incrustés. Il s'agit de l'arme du crime. Le corps de Karen présente plusieurs blessures par arme blanche non mortelles à la tête et sur le côté droit du corps. Des poils ont été prélevés sur les paumes de ses mains ainsi que sur son corps et sur ses draps. 4 empreintes non identifiées sont relevées à l'intérieur de l'appartement et 15 autres empreintes sont relevées sur la poignée et la porte d'entrée de l'appartement. Au bureau du médecin légiste, on trouve du sperme ainsi que des preuves d'agression sexuelle sur la dépouille de la jeune femme. Un kit de viol est effectué. Le lundi soir, les détectives sont assis avec l'amie de Karen, Hélène, lorsque leur téléphone sonne. L'un d'eux décroche et à l'autre bout du fil, une voix masculine commence à parler. « J'ai lu dans le journal aujourd'hui le meurtre d'une femme à Oak Park. Vous allez probablement penser que c'est idiot, mais j'ai fait un rêve. Vous voulez l'entendre ?» « D'accord, dit le détective en mettant son bloc-notes et son stylo en place. « J'ai fait ce rêve samedi soir, dit l'homme au téléphone, la nuit même où Karen a été assassinée et apparemment à peu près au même moment. Et dans mon rêve, continue-t-il, j'ai vu un homme matraquer quelqu'un à mort. » Quand on lui demande de décrire l'agresseur, l'homme répond qu'il est blond avec des cheveux courts et raides. Il a le teint clair et de constitution carrée, pas musclé mais solide. Il mesure entre 1m65 et 1m70, il porte une chemise à manches courtes avec 2 ou 3 lignes horizontales sur la poitrine et un pantalon marron ou rougeâtre. Il connaît la victime et se sent à l'aise avec elle. L'homme continue. La victime a été frappée alors qu'elle était allongée ou accroupie et semble avoir été frappée sur le côté de la tête et peut-être sur la main droite. Elle ne semble pas avoir opposé beaucoup de résistance. Peut-être avait-elle accepté et trouvé la paix face à la mort. Cette attaque était inattendue car l'agresseur était plutôt calme et à l'aise avant avec elle, mais ensuite il s'est montré rapide et brutal pendant l'attaque. La victime a été frappée à plusieurs reprises.
La dernière impression que j'ai de l'attaque, continue-t-il, c'est le coup de matraque, la chair qui saigne et beaucoup de sang qui vole partout. Et là tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que l'homme est peut-être noir finalement, mais je n'en suis pas sûre. L'intérêt du détective est piqué. Il veut en savoir plus sur cet homme et pourquoi il en sait autant. Il dit donc à l'homme au téléphone « Pourquoi ne pas simplement écrire tout ça et nous passerons vous voir plus tard pour récupérer vos notes ?» « Pas de problème, répond l'autre, et il donne son nom et son adresse au détective. Cet homme s'appelle Steven Linsket. C'est un étudiant de 26 ans en Bible au Emmaus Bible College. Je savais pas que ça existait, personnellement. Bon, son récit est vraiment très curieux, mais ce ne serait pas très malin de sa part de se mettre comme ça sous le feu des projecteurs, à moins qu'il ne soit un narcissique fou et qu'il ait besoin de s'immiscer dans l'enquête, ce qui est possible. La police découvre rapidement que Steven Linsket fait partie des personnes contactées lors de la campagne de porte-à-porte dans le quartier après le meurtre de Karen, car il vit avec sa femme et ses 2 enfants à la mission Bonne Nouvelle à Oak Park, le bâtiment en face de chez Karen. La Bonne Nouvelle est une maison de transition pour les anciens détenus en transition vers la société. Mais Steven n'est pas un ancien détenu, c'est un conseiller. Steven et sa famille ont apparemment emménagé en ville 1 mois seulement avant le meurtre de Karen. Les policiers ne perdent donc pas de temps et rendent visite à l'homme. Le problème à ce stade, c'est que la suite de l'histoire est différente selon la personne en qui vous croyez, si vous pensez que Steven est coupable ou innocent. Nous, on va faire un petit mélange des deux. Arrivé chez Steven, il lui demande pourquoi il n'a pas décrit l'arme du crime, et il aurait répondu qu'il pensait que l'arme du crime était un objet contondant, comme un démonte-pneus. Mais cette conversation n'est pas enregistrée, et Steven n'ira plus tard avoir jamais dit cela. Quoi qu'il en soit, de retour au commissariat, les détectives discutent de cette note avec leurs collègues. Il y a plusieurs similitudes entre ce que Steven a décrit dans son rêve et la scène de crime, suffisamment pour qu'il décide d'en parler au bureau du procureur. Toutes les parties impliquées dans l'enquête estiment qu'il est nécessaire de poursuivre Steven Linsket et de l'interroger. Il est désormais le suspect numéro 1. L'inspecteur appelle Steven cet après-midi-là et prenant soin de ne pas le laisser penser qu'il est suspecté, il lui dit qu'ils ont consulté un expert en rêve et qu'ils veulent lui parler davantage, obtenir des informations supplémentaires. Steven accepte de venir au commissariat l'après-midi suivant. Lorsqu'il se présente, il porte une chemise à manches courtes avec 2 ou 3 lignes horizontales sur la poitrine. Tout comme l'agresseur qu'il a décrit avoir vu en rêve. Très curieux. On continue. En fait, Steven ressemble même globalement à l'homme qu'il a décrit dans son rêve. Il a les cheveux blonds, courts et raides, un teint clair et une carrure robuste. Les détectives le conduisent à travers le commissariat vers la salle d'interrogatoire. Steve commence. Vendredi était une journée normale, je suis allé en cours. J'ai travaillé sur ma voiture dans l'après-midi, puis j'ai terminé mes devoirs. Le soir, j'ai étudié un peu et j'ai discuté avec certains de mes voisins. Ma femme s'est couchée avant moi vers 22h30 et je l'ai rejointe environ une demi-heure plus tard. Le détective le coupe en lui demandant si son épouse pouvait se porter garante de tout cela, lui donner un alibi. Mais Steven dit que non, qu'elle dormait déjà. Après avoir donné plus de détails sur le rêve, des détails vraiment très détaillés si je puis dire, comme à quoi ressemble la vie sexuelle du tueur, sa psychologie, etc., il est autorisé à rentrer chez lui. Le lendemain, lorsque le détective le contacte de nouveau, il semble qu'il a commencé à comprendre les soupçons de l'enquêteur et a tout simplement demandé à la police s'il était suspect. Le détective nie catégoriquement. « Non, vous n'êtes pas un suspect, nous avons juste besoin de votre aide. » Le détective, sous prétexte de vouloir faire preuve de transparence, a alors demandé à Steven d'écrire toutes les questions ou préoccupations qu'il pourrait avoir et de les lui transmettre. Le détective ajoute également « Nous aimerions que vous nous aidiez à faire un portrait robot de l'agresseur de votre rêve. » Le vendredi soir, Steve est donc de retour au poste pour une autre entrevue. Assis avec la police et un dessinateur, il fait vraiment des efforts pour extraire les détails les plus flous de son vieux rêve, désormais faible. Cela fait 1 semaine que Karen a été assassinée. Et le processus de ce croquis traîne pendant 1h30 et quand il est terminé, il ressemble beaucoup à Steven Linsket lui-même. Un peu plus tard, l'assistant du procureur entre dans la pièce pour s'asseoir pendant l'interrogatoire, tandis que le détective demande à Steven de revivre son rêve une fois de plus. C'est donc au moins la 4e fois qu'il raconte ce rêve à la police. Steven accepte, mais à contre-cœur.
Les détectives ne cessent de lui demander de fournir des détails sur des choses qui n'apparaissent pas dans le rêve. Ils le poussent à spéculer. Quand il répond qu'il ne sait pas, car ce n'est pas dans le rêve, ils lui disent « D'accord, mais qu'est-ce que tu en penses ?» Il finit par demander encore « Me soupçonnez-vous de ce crime ?» Les 3 hommes présents bégayent en même temps jusqu'à ce que ce soit le procureur adjoint qui prenne la parole. « Non, nous ne vous soupçonnons pas, dit-il. Nous avons juste besoin d'éliminer notre témoin vedette au cas où l'affaire serait jugée. » Steven leur fait confiance. Et pendant qu'il est interrogé, sa femme Loïs reçoit la visite de 2 policiers en civil accompagnés du procureur adjoint principal. Ils minimisent grandement le fait que son mari est un suspect. Ils interrogent Loïs sur les croyances religieuses de son mari, lui demandent s'il avait déjà consommé de la drogue. Loïs répond que oui, mais qu'il s'est ensuite converti de manière spectaculaire au christianisme. Alors qu'il recueille des informations supplémentaires sur Steven Linsket auprès de sa femme, les policiers fouillent l'appartement comme si de rien n'était et examinent avec désinvolture les semelles de chaussures de Steven. À 22h30 ce soir-là, son mari a passé la journée entière au commissariat et elle n'a toujours pas de ses nouvelles. Elle ne sait pas quoi penser. Elle décide alors de se tourner vers la seule personne en qui elle a confiance pour la guider, l'aumônier Russell Stroop, le directeur de la mission de la Bonne Nouvelle où Steven travaille. Après avoir raconté toute l'histoire à Russell, ce dernier lui dit qu'il faut tout arrêter immédiatement et de ne plus s'impliquer dans l'affaire. De son côté, Steven se voit refuser à plusieurs reprises les demandes de téléphoner à sa femme jusqu'à peu avant minuit. Lorsqu'il est finalement autorisé à l'appeler et a pu la joindre, Loïs raconte à son mari que des policiers sont passés dans la journée, qu'ils cherchaient à savoir ce qu'il faisait, lui posaient des questions, fouinaient dans ses affaires. Elle lui dit qu'elle a parlé à l'aumônier Stroop et qu'il lui conseille de partir immédiatement et de ne pas s'impliquer davantage. Lorsque Steven raccroche, il décide d'écouter son épouse et annonce au détective qu'il a fini de leur parler et qu'il veut rentrer chez lui. Et vous vous en doutez bien, c'est à ce moment-là que tout a basculé. « Tu n'iras nulle part, lui disent-ils. » Le détective lui confisque ses clés et son portefeuille. Le ton complaisant des interrogateurs est devenu hostile. C'est à ce moment-là que Steve comprend qu'il était considéré comme leur principal suspect depuis un moment déjà, et il demande à parler à l'aumônier Stroop. Quand ce dernier arrive, il dit à Steven que tout ce que veulent les enquêteurs, c'est un échantillon d'ADN, qu'il n'a qu'à leur donner ce qu'ils veulent, et puis, vu qu'il n'a rien fait, cela le disculpera. « Coopérez et vous rentrerez chez vous, » lui dit-il. Mais les enquêteurs voient les choses différemment. Ils interrogent Steven pendant 2 heures supplémentaires avant de le mettre dans leur voiture de patrouille et de l'emmener à l'hôpital pour recueillir des échantillons de sang et de salive. Puisqu'il était à leur merci dans leur voiture de patrouille, les policiers saisissent l'occasion pour passer devant la scène de crime afin d'évaluer la réaction de Steven. Et il réagit en disant qu'il pensait que le meurtre avait eu lieu dans le bâtiment de l'autre côté du sien et que l'endroit exact était une information nouvelle pour lui. Il ne savait pas qu'il s'agissait de ce bâtiment. Il pensait que c'était l'autre. Ils le ramènent au commissariat et saisissent puis fouillent la voiture de Steven. Un cheveu châtain clair, de la même couleur et de la même longueur que ceux de Karen, est retrouvé sur le plafonnier de la voiture. Les empreintes digitales de Steve sont prises, et bien qu'il s'attendait à rentrer finalement chez lui, il est ramené dans la salle d'interrogatoire où le détective lui dit sans détour que tout le monde sait qu'il a tué Karen Phillips. Donc, en une seule journée, les choses ont pris une tournure radicale. Mais Steven insiste, il est innocent. Il les supplie d'analyser les preuves matérielles afin de pouvoir l'éliminer. L'inspecteur sort alors les photos de la scène de crime et du corps meurtri de Karen et les tient devant le visage de Steve qui détourne les yeux. Le détective se met à crier, jouant au méchant flic, comme dans une scène de film. « Vous voulez des preuves ?» aboie-t-il. Le détective explique à haute voix à Steven qu'il a décrit le meurtre pratiquement dans les moindres détails. Il brandit ensuite le croquis qu'il a contribué à créer quelques heures plus tôt et lui dit « C'est toi ?» Et lorsque Steven regarde le croquis à nouveau, il remarque qu'il lui ressemble encore plus que la dernière fois qu'il l'avait vu, car l'artiste a ajouté des favoris, une moustache et des lunettes, tout comme Steven. Il finit par souligner que Steven porte exactement la même chemise qu'il a décrite comme celle du meurtrier. Steven, lui, en a assez. Alors qu'il se lève pour partir, le détective se lève également et avec sa carrure imposante, bloque la sortie de l'homme.
Le détective le regarde droit dans les yeux et lui dit avec dégoût « Quelles sont les chances que tu aies fait ce rêve ? Ce n'est pas un rêve, c'est un meurtre. C'est techniquement impossible. Cette fille est morte et c'est toi qui l'as fait. » Mais Steve continue de nier. « Je n'ai rien fait, crie-t-il. Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir fait ce dont vous m'accusez. » Alors les policiers émettent deux hypothèses. Tu es peut-être somnambule ou tu as un jumeau. Non et non, répond Steve. Finalement, sans confession ni preuve tangible, ils ne peuvent pas détenir Steven plus longtemps et ils le laissent partir. Mais le 24 novembre 1980, Steven Linsket est arrêté pour le meurtre de Karen Ann Phillips. Au commissariat, il est formellement accusé de viol, de violence armée et de meurtre au premier degré. Sa caution est fixée à 450 000 $ et il est envoyé à la prison du comté de Cook. Quelques mois après son arrestation, ses amis et ses sympathisants ont pu réunir l'argent nécessaire pour payer la caution et Steve est libéré en attendant son procès. Au cours du procès, parmi les rares preuves présentées contre lui, il est noté que le sperme récupéré sur la victime ne pouvait provenir que d'un non-sécréteur, ce qui signifie que le groupe sanguin de l'individu ne peut pas être déterminé à partir des fluides corporels. Le violeur et le meurtrier de Karen est donc un non-sécréteur, tout comme Steven. Pour information, aux États-Unis, seulement 20% de la population sont des non-sécréteurs. Un expert médico-légal appelé comme témoin par l'accusation affirme que les cheveux trouvés dans l'appartement de Karen ressemblent à ceux de Steve et que la probabilité que deux cheveux similaires proviennent de deux sources différentes est de 1 sur 4500. Et idem, la probabilité que les poils pubiens trouvés près du corps et ceux prélevés sur Steven proviennent de deux individus différents était d'1 sur 800. Donc en gros, tout ce qu'ils disent c'est « Écoutez les gars, les cheveux et les poils se ressemblent, il y a de bonnes chances que ce soit lui. » C'est hallucinant. Le 16 juin 1982, le jury acquitte Steven Linsket de l'accusation de viol, mais pour le chef d'accusation de meurtre au premier degré, il est reconnu coupable et condamné à 40 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, la Cour d'appel de l'Illinois examine l'affaire et décide d'annuler la condamnation, affirmant que la preuve de culpabilité n'était pas juridiquement suffisante. Mais en octobre de l'année suivante, la Cour suprême de l'État annule la décision de la Cour d'appel. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel et une fois de plus, le premier jugement est annulé par manque de preuves. Et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Pendant tout ce temps, il s'avère que l'État possédait une information extrêmement importante. Les poils pubiens et les cheveux retrouvés dans l'appartement de Karen et sur son cadavre. Ils appartiennent à un homme noir. Or, Steven n'est pas noir, et il le savait lors du premier procès. D'ailleurs, Steven lui-même l'a mentionné au tout début de cette histoire, même s'il a dit qu'il n'en était pas sûr. Puis en 1992, l'ADN étant devenu une pratique plus courante, les échantillons du kit de viol sont analysés et le profil du meurtrier de Karen est établi. Et l'ADN ne correspond pas à celui de Steven Linsket. 12 ans après sa première inculpation, les charges contre Steven Linsket sont finalement abandonnées, alors même que le procureur de l'État ne le déclare pas officiellement innocent. Il dit simplement qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour le rejuger. Ce n'est qu'en 2002 que le gouverneur de l'Illinois de l'époque, George Ryan, gracie Steven Linsket et blanchit son nom. Toute cette épreuve est donc née d'un rêve. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que le meurtre de Karen Phillips aurait pu être résolu si les détectives d'Oak Park n'avaient pas été si singulièrement concentrés sur Steven. Parce qu'au moment où ils l'ont inculpé, ils savaient que les cheveux appartenaient à un homme noir, mais ils sont quand même restés sur Steven. Et le meurtre de Karen Phillips n'est pas le seul cas de ce genre. De nombreux autres crimes similaires à Oak Park et dans les banlieues environnantes restent impunis. C'est le cas de Luella Villay-Sutters, une femme de 36 ans qui a été violée et poignardée à mort dans sa propre chambre en 1973, à seulement 800 mètres de l'endroit où Karen Phillips a été tuée. Son cas n'a jamais été résolu. Ou celui de Rita Hopkinson, 22 ans, qui a été violée et poignardée à mort en plein jour sur un quai de gare à Oak Park en 1978.
Ou bien encore celui de Kathleen Lombardo, 24 ans, qui a été abattue alors qu'elle faisait son jogging dans son quartier d'Oak Park à l'été 1984. Deborah Sawyer, 24 ans, en 1980, poignardée au cou et agressée sexuellement dans son garage. Magdalena Acosta, en 1987, et bien d'autres. Pour en revenir au cas de Karen, nous n'aurons sans doute jamais de réponse sur ce qu'il s'est passé. Par curiosité, est-ce que vous avez cru au début que le meurtrier, c'était Hélène ? Et c'était la très triste histoire de Karen Phillips. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.